En 2020, 60% de la population mondiale vit dans les villes. Avec à la clé, plus de pollution et d'émissions de gaz à effet de serre, un impact accru sur les ressources naturelles et plus que jamais, la problématique du cadre de vie à préserver. Mais aujourd'hui déjà, la ville durable est en marche. Des innovations technologiques sont en cours pour inventer les solutions de demain. Plongeons-nous dans un futur proche, dans lequel toutes ces expériences innovantes seraient devenues une réalité pour tous. Les nouveaux bâtiments sont à énergie positive. La qualité de l'eau est suivie en temps réel dans le réseau jusqu'au robinet. Nos consommations et productions énergétiques sont optimisées. Les énergies renouvelables sont déployées. Nos factures énergétiques maîtrisées grâce au réseau électrique intelligent. Nos déchets sont collectés 24 heures sur 24 via des réseaux souterrains. Rien ne se perd, tout se transforme. Nos déchets sont recyclés et valorisés. Des plateformes de transport multimodal fluidifient nos déplacements. Nos voitures électriques sont intégrées à la gestion énergétique des villes. Les flux urbains sont modélisés. Les téléphones mobiles deviennent un support clé pour obtenir une information contextuelle en temps réel qui permet l'accès à de nombreux services innovants, notamment en matière de transport. Rennes Métropole, c'est un établissement public intercommunal. C'est une ville où il y a un écosystème d'innovation très riche, et notamment dans le secteur du numérique. La problématique de Rennes Métropole, c'était d'adresser la complexité de la ville, de pouvoir travailler avec tous les acteurs du territoire grâce à un outil innovant. Aujourd'hui, dans le domaine de la ville, on a malheureusement tendance à réfléchir en silo. Mais la ville, elle ne fonctionne pas comme ça. Donc il faut qu'on ait une approche beaucoup plus systémique. Que l'ensemble des acteurs travaillent mieux ensemble, qui collaborent autour d'un référentiel commun, qui leur permet de simuler les évolutions de la ville. On a engagé un partenariat avec Dassault Systèmes pour qu'ils nous aident à mettre en place une plateforme sur le cloud qui s'appellera 3D Experience City Virtual Rennes. Ça va permettre à tous les acteurs de la ville de partager des données à distance qui vont leur permettre de simuler et d'observer mieux les phénomènes urbains. Alors notre objectif consiste à créer un jumeau numérique du territoire, c'est-à-dire une maquette numérique intelligente qui va être constituée à la fois des éléments géométriques, topographiques, les données liées à la démographie, les données liées à la mobilité, à la santé et tous les autres systèmes. Cette maquette numérique intelligente, une fois intégrée dans la 3D Experience Platform, va constituer un socle de travail accessible à tous les acteurs du territoire, aussi bien en interne qu'en externe, pour simuler, planifier et piloter la ville de façon transversale et collaborative. Le projet Vento, par exemple, vise à développer une cartographie énergétique à l'échelle du bâtiment à partir de données démographiques, de données foncières, de données énergétiques, aujourd'hui accessibles uniquement à l'échelle des quartiers. Cette approche qui consiste à croiser des données conçues à des échelles différentes va permettre, une fois intégrées dans la plateforme collaborative, d'élaborer des politiques publiques efficaces. Je crois que Dassault Systèmes a acquis une expertise des territoires. C'est un partenariat gagnant-gagnant que nous avons construit ensemble pour mettre en place un outil qui correspond vraiment aux attentes des collectivités territoriales. 70% de la population vivra bientôt en ville. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour réinventer la ville. Maîtriser ses dépenses énergétiques, redonner sa place à l'homme, à l'espace public, aux espaces naturels, Paris, la ville lumière, a lancé la mission Ville intelligente et durable. En partenariat avec la ville de Paris, Cisco a proposé une expérimentation dans le cadre de 2 projets de transformation urbaine importants. Le premier vise la réduction de l'empreinte carbone des bâtiments publics. Le second, appelé Réinventons nos places, repense l'aménagement de 7 places parisiennes chargées d'histoire. Pour le projet concernant les établissements publics, des capteurs mesurent les consommations énergétiques, la température, le bruit, l'humidité. Leur analyse permettra de réduire l'empreinte carbone des bâtiments et d'améliorer leur confort au quotidien. L'analyse et la collecte de données Place de la Nation par Cisco et ses partenaires
contribuent à une meilleure compréhension de la fréquentation des espaces publics pour permettre les aménagements de demain. 70 points de mesure enregistrent les taux de gaz et de particules. 19 caméras analysent en temps réel le trafic des piétons, vélos, motos, voitures, en floutant les images par respect de l'anonymat et en les détruisant instantanément. Ces données collectées, consultables en direct, alimenteront les propositions pour un aménagement idéal de la place. La captation et l'exploitation de ces datas par Cisco et ses partenaires vont venir nourrir la réflexion sur un Paris Smart City. Plus qu'une ville intelligente, c'est une vie mieux pensée que Paris offrira demain. Deux bras, deux jambes, 4 mètres de haut pour aider l'homme sur les chantiers. Un robot qui monte une maison 20 fois plus vite qu'un maçon. Un robot coupeur de vignes, agile, rapide et précis. Ou encore 2 bras articulés pour vous cuisiner un dîner. Des robots au boulot, est-ce un atout ou une menace? La question divise les politiques. Dans des métiers qui ne sont pas que des métiers industriels, mais dans des métiers de service, les robots, les machines, les algorithmes vont se substituer aux emplois qui étaient les nôtres. On a 5 fois moins de robots qu'en Allemagne. Est-ce qu'on a moins de chômage? On en a 2 fois plus. Mais que disent réellement les études? À cause des robots, nos emplois vont-ils disparaître? Beaucoup se sont penchés sur la question et les avis divergent. Un cabinet de conseil prédit la suppression de 42% des emplois. Pour l'OCDE, ce sera 10%, 9% seulement pour le Conseil d'orientation pour l'emploi. Et ce sont les métiers peu qualifiés qui sont particulièrement en danger. Les agents d'entretien, 21%, suivent les ouvriers de l'industrie, les aides à domicile et les cuisiniers. Des emplois détruits par les robots, un phénomène en marche. Regardez ce camion poubelle à bras robotisés. Derrière la benne, les éboueurs ont disparu. Le chauffeur ramasse seul les bacs, assis sur son siège. Il contrôle tout grâce à ses écrans et sa manette. Un éboueur au lieu de 3 habituellement, des accidents du travail quasi inexistants, et à l'arrivée une collecte devenue moins chère et plus rentable pour le gérant. En tenant compte de la maintenance, du prix du camion qui est plus cher quand même que des bennes classiques, on est de l'ordre d'une économie de 20 à 30% par tournée grâce à ces camions. Des hommes évincés par les robots plus productifs ou plus rentables, les exemples se multiplient. Dans la grande distribution, les hôtesses de caisse sont remplacées par des automates. Les opérateurs téléphoniques ne décrochent plus, ce sont les algorithmes qui répondent. Alors si les robots prennent nos emplois, aurons-nous encore besoin de travailler? Ou est-ce la fin du travail? Pour cet économiste, nous en sommes encore loin. Il y aura toujours de l'emploi et toujours des besoins parce que les gens préféreront toujours avoir en face d'eux un opérateur humain qu'une machine, parce que la relation humaine est essentielle dans notre façon de vivre et notre façon d'être au quotidien. Et donc à la fin, il y aura tous les métiers de la créativité, les métiers de la relation humaine continueront d'exister. Si tous les emplois ne sont pas menacés, beaucoup vont devoir se transformer. Un emploi sur 2 va évoluer selon le Conseil économique pour l'emploi. Nouvelles tâches, nouvelles compétences ou nouvelles qualifications. C'est exactement ce que vit cette usine de meubles de cuisine en Alsace. Sur la chaîne, dorénavant, 40 robots et des centaines de machines. Pourtant, dans les années 90, la production ressemblait à ça. Une dizaine d'ouvriers découpent une à une chaque planche. Aujourd'hui, il suffit d'un seul homme pour tout tailler à distance. Le métier d'ouvrier s'est transformé. Christophe Davout était manutentionnaire, il est devenu conducteur de robots. Cette machine, c'est son allié au quotidien. Si on devait le remplacer par des hommes, il n'est pas évident aujourd'hui qu'on aurait la même fiabilité, le même nombre de pièces à l'heure. Voilà, c'est... Ça veut dire que les hommes, les ouvriers comme nous, sont devenus inutiles? Non, loin de là, non, non. Il y aura toujours besoin de petites mains pour faire le travail que le robot ne peut pas faire. Malgré les robots, il n'y a eu aucun licenciement. Mieux, grâce aux machines, le nombre de commandes s'est envolé et le groupe a recruté. 1306 salariés en 2010, 1534 en 2016. L'effectif a augmenté de 17%. Les ouvriers ont été formés à de nouveaux postes.
et à de nouvelles compétences. Cette année, en fait, on a dépensé beaucoup en formation. Il y a eu près de 50 000 heures de formation en 2016 et 3 000 personnes formées, ce qui revient à peu près à 2 formations par an et par personne. L'entreprise recrute aujourd'hui différemment. Il y a 10 ans, elle embauchait des menuisiers. Aujourd'hui, des spécialistes en maintenance industrielle ou en robotique. Pour cette sociologue, la question de la formation devient cruciale. Ça veut dire anticiper, former, ça veut dire envoyer des gens qui vont faire des sortes de cartographie des métiers pour voir dans quelle mesure les métiers se transforment ou pas et comment on peut, avec des petits ajouts de formation, permettre aux personnes de changer un peu ou beaucoup de métiers en restant dans la même entreprise. Une formation professionnelle à laquelle la France consacre aujourd'hui 11 milliards d'euros par an, de l'argent mal utilisé selon la Cour des comptes. Pour pénétrer dans sa propre entreprise, Andrew Budd scanne son empreinte digitale. Dans quelques semaines, il sera reconnu grâce à son visage. Sa start-up est l'une des spécialistes de la reconnaissance faciale en Europe. Elle vient de vendre son logiciel à la police aux frontières américaine. D'abord, je scanne mon passeport pour enregistrer les informations. Maintenant, je vais m'authentifier. Il a scanné mon visage et compare cette image à celle de mon passeport. Et voilà, je suis reconnu. Ce logiciel est même capable de déjouer les pièges. Voyons si iProve me protège aussi contre ça. Désolé, nous ne vous avons pas reconnu. Si la reconnaissance faciale a connu un formidable bond, c'est grâce à l'intelligence artificielle. La machine fonctionne comme un bébé, en regardant énormément de visages similaires, puis de visages différents. Et grâce à l'apprentissage profond, la machine apprend à les reconnaître. Aujourd'hui, ces technologies permettent d'identifier n'importe qui dans la rue. Au Royaume-Uni, le pays qui compte le plus de caméras de surveillance par habitant, une nouvelle étape a même été franchie. Plusieurs forces de police testent la reconnaissance faciale en temps réel. Mais est-elle efficace? Et quels en sont les risques? Le pays de Galles du Sud est l'une des 3 régions où la reconnaissance faciale est testée à grande échelle. Le premier essai est conduit en juin 2017, lors de la finale de la Ligue des Champions à Cardiff. Une caméra, placée sur un fourgon de la police, filme les visages dans la foule. Ces images sont traitées en temps réel par un logiciel qui les analyse et les compare à un fichier de criminels. Objectif, intercepter d'éventuels fauteurs de troubles avant qu'ils ne passent à l'acte. Nous n'avons pas été autorisés à filmer ce dispositif, mais sur sa chaîne YouTube, la police du pays de Galles du Sud en vante l'efficacité. Un suspect est passé devant plusieurs officiers de police qui ne l'avaient pas reconnu. Il marchait dans l'une des rues principales de Cardiff quand les caméras l'ont identifié. Cette arrestation n'aurait pas été possible sinon. Cette technologie est-elle aussi performante que la police le prétend? Griff Ferris travaille pour Big Brother Watch, une association de défense des libertés. Il a été autorisé par la police londonienne à observer le fonctionnement du dispositif. Je suis allé au carnaval de Notting Hill l'année dernière où ils avaient déployé cette technologie. Je suis monté dans le van sur lequel était installée la caméra. J'ai regardé l'écran de contrôle, observé comment le logiciel fonctionnait et en seulement 10 minutes, j'ai constaté que 2 femmes aux cheveux longs ont été repérées et identifiées comme étant 2 suspects de sexe masculin et chauve. Le système les a présentées comme étant les mêmes personnes. Griff Ferris a obtenu de la police de Londres et de celle du pays de Galles du Sud les statistiques officielles. Le taux d'erreur du logiciel est à peine croyable, 91% en moyenne. Plus de 2000 personnes ont été injustement incriminées par ce logiciel de reconnaissance faciale. Certaines personnes ont fait l'objet d'un contrôle injustifié. Leurs images ont été enregistrées et conservées par la police. La police affirme conserver ces images une trentaine de jours seulement. Quant aux chiffres calamiteux, elle les attribue au rodage du dispositif. La reconnaissance faciale pose un autre problème. Quand il s'agit d'un homme blanc, le logiciel fonctionne avec un taux d'erreur de moins de 1%. Pour les femmes blanches, ce taux passe à 7%.
pour les hommes noirs, c'est 12%. Et il grimpe jusqu'à 35% pour les visages de femmes noires. Quand vous développez un algorithme grâce à l'intelligence artificielle, vous entraînez la machine à reconnaître des visages. Si la base de données de référence contient plus de visages d'hommes blancs, la machine reconnaîtra mieux les visages d'hommes blancs. C'est pourquoi, si le logiciel voit une image de quelqu'un qui n'est ni blanc, ni de sexe masculin, il aura plus de difficultés à la reconnaître. Donc, d'après ces statistiques, le logiciel discrimine. Simon Kempton est le représentant de la principale association de policiers au Royaume-Uni. Ces défaillances du dispositif ne lui posent aucun problème. Cela reflète combien la technologie est nouvelle. Bien sûr, nous avons contrôlé des gens qui n'avaient rien fait, mais cela a duré 1 minute. Bonjour, pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Simon Kempton? Ok, vous n'êtes pas la personne que nous pensions. Vous poursuivez votre chemin en toute sécurité. Grâce à ces caméras, nous avons saisi des couteaux, de la drogue, et des individus qui étaient recherchés sont maintenant en prison. En réalité, la reconnaissance faciale en temps réel n'a conduit en 2 ans qu'à seulement 16 arrestations sur l'ensemble du territoire. Mais le risque que redoute Big Brother Watch, si jamais cette technologie s'étend, c'est une criminalisation générale de la société. Car pour identifier des suspects dans la foule, la police compare leurs visages à ceux contenus dans leurs fichiers. Et cette base de données comporte une énorme faille. Chaque individu arrêté est photographié par la police. Alors que certains ne sont pas inculpés, ou quand ils le sont, ils ne sont pas forcément condamnés. On estime qu'il y a des centaines de milliers d'individus innocents qui sont répertoriés dans la base de données de la police. C'est inacceptable. L'ADN ou les empreintes digitales sont automatiquement effacées si une personne est innocentée, mais sa photo, elle, ne l'est pas. Avec la généralisation de la reconnaissance faciale, tous ces innocents deviendraient des suspects potentiels. Big Brother Watch a donc lancé une procédure judiciaire contre l'État pour faire cesser l'usage de la reconnaissance faciale automatique. Un combat relayé à la Chambre des Lords par la parlementaire Jenny Jones. Je renouvelle ma demande au gouvernement d'interdire immédiatement l'utilisation de la reconnaissance faciale automatique. Pour Jenny Jones, cette technologie constitue une menace pour la démocratie. Nous nous sommes immiscés trop loin dans la vie privée de personnes qui n'ont rien à se reprocher, qui ne sont impliquées dans aucun crime. Le fait que la police filme, enregistre les images et vous identifie injustement dissuade les gens de se mobiliser. Cela nuit à la vie politique et aux mouvements sociaux. Nous devenons tous moins libres. Des craintes qui sont loin d'être partagées par l'ensemble des parlementaires britanniques. On a déjà renoncé à tellement d'aspects de notre vie privée, au profit notamment des géants d'Internet. Ils nous connaissent mieux que nous-mêmes. Le train n'est-il pas déjà en marche? N'est-il pas trop tard pour s'inquiéter de cette tendance? Je pense qu'il vaut mieux utiliser cette technologie pour protéger le public de personnes mal intentionnées, plutôt que de dire « non, non, vous ne pouvez pas l'utiliser » et voir un terroriste se faire exploser, attaquer des enfants ou quoi que ce soit d'autre. Pour l'instant, aucune législation n'encadre la reconnaissance faciale. Un vide juridique dénoncé par le commissaire à la biométrie, chargé de veiller au respect des bonnes pratiques par la police. Il y a une question que nous devons tous nous poser. Voulons-nous de cette technologie? Et si nous en voulons, devrait-il y avoir des règles? Et qui devrait décider de ces règles? Ceux qui utilisent cette technologie? Les géants du net, Facebook, Google? La police elle-même? Ce qui est le cas actuellement? Ou bien est-ce le Parlement? Nous sommes en démocratie et je pense que c'est au Parlement de décider. À la fin de l'année, une évaluation complète du dispositif déployé par la police de Londres sera menée. Mais quelle qu'en soit l'issue, le ministère de l'Intérieur a déjà annoncé vouloir développer la reconnaissance faciale à ses frontières.
surveillés en permanence par des caméras intelligentes à reconnaissance faciale capables de mettre une identité sur un visage en temps réel, les Chinois sont désormais aussi tous notés. 778 sur 950, 548 c'est moins bien, 748, un bon score. Pour l'instant, c'est une notation bancaire qui atteste de la bonne gestion des comptes et que tout le monde connaît ici. Je trouve ça bien d'être noté. Dans une société, il faut qu'il y ait des règles. Ces notes, ça nous oblige à bien nous comporter. Ça peut vous paraître effrayant, mais en Chine c'est comme ça, on a l'habitude. De toute façon, on n'a pas le choix. Car Pékin veut mettre tout le monde au pas et aller plus loin d'ici 2020. Il y aura de bons et de mauvais citoyens grâce au rassemblement de centaines de données provenant de banques, sociétés privées et des autorités. En utilisant le plus de données possible, c'est ce qu'on appelle le big data, ce système jouera un rôle important pour la reconstruction morale de la société. Pour ce faire, tout sera passé au peigne fin. Situation financière, habitudes de consommation, carrière professionnelle, jusqu'au comportement sur les réseaux sociaux. Critiquer le gouvernement sur Internet ou exhiber des signes extérieurs de richesse, mauvais score. En revanche, des louanges au parti ou un don de sang augmentera votre crédit social. Xiao Wenwang est une citoyenne modèle. Elle vit à Nankin, ville-test. Elle a le profil parfait. Mariée, mère d'un enfant de 5 ans, elle travaille dans une maison de retraite. Elle n'a pas de dette. Et par exemple, attend toujours sagement avant de traverser la rue. En tant que bonne citoyenne, je respecte le code de la route. Si je ne le faisais pas, je perdrais des points sur mon crédit social. Théoriquement, tout pourrait être pris en compte dans la note sociale. Même les gestes les plus anodins comme aller faire ses courses au supermarché. À l'heure du paiement électronique, les achats de Xiao Wenwang pourraient peser dans la balance. Comme acheter des cigarettes, pas bon. En revanche, des couches-culottes montreraient l'attention portée à un enfant. De la bière peut être une dépendance à l'alcool. L'eau, c'est mieux. Dans cette ville pilote de 8 millions d'habitants, il n'y a que 18 000 citoyens modèles. Pour Xiao Wenwang, il y a des avantages à la clé. Quand elle prend le bus, par exemple, elle paye moitié prix. Moi, pour tous les services publics, j'ai des réductions. Dans les musées aussi. Et à la bibliothèque, grâce à ma carte, je peux même lire gratuitement. Un bon score donne des avantages, un mauvais enlève des droits. Dans ce cinéma, ceux-là sont de mauvais payeurs. Les visages que nous avons dissimulés, les noms, les adresses se retrouvent en haut de l'affiche. C'est une question de principe. Il faut les dénoncer, ces gens-là. Ces gens ne sont pas honnêtes. Ils doivent payer le prix. Ne pas rembourser, c'est normal de payer ses dettes, sinon il faut les mettre sur la liste noire. Cette liste noire, la voici, établie par la Cour suprême pour ces mauvais citoyens dont la note est tombée à 0. Elle concerne des entreprises, mais aussi 23 millions d'individus à ce jour. Parmi eux, un journaliste, Liu Ru. Il se serait approché d'un peu trop près des affaires de corruption de hauts responsables du parti. Condamné par un tribunal pour diffamation, c'est pour cela, selon lui, que son nom s'est retrouvé sur la liste noire, du jour au lendemain. Il l'a découvert en allant chercher un billet de train et compris qu'on ne le laisserait plus voyager. Voilà, ça me dit que je suis toujours sur la liste noire. Il est jugé indigne de confiance et donc puni. Une fois qu'on se retrouve sur liste noire, on ne peut plus avoir de crédit bancaire, ou créer une entreprise, acheter un appartement, ou même envoyer ses enfants dans une école privée. Rares sont ceux comme Liu Ru qui osent émettre une critique contre ce système que certains qualifient de dictature numérique. Je m'inquiète, car beaucoup de gens, je pense, n'auront plus de libertés individuelles comme moi. Nous vivrons tous avec plus ou moins de restrictions. Quelque temps après notre rencontre, Liu Ru a appris que son nom a été effacé de la liste noire. Sa note sociale, elle était de 0, ne peut que s'améliorer.